existe des histoires que l'humanité n'aurait jamais dû découvrir, des secrets enfouis dans l'obscurité des cavernes africaines, où la lumière du soleil filtre à peine et où des fleurs millénaires conservent des pouvoirs qui défient les lois de la nature. Dans les profondeurs de l'Afrique occidentale, au cœur de la région de Kijuju, la tribune d'Ipaya gardait un sanctuaire sacré qu'il nommait le Jardin du Soleil. Là, parmi des ruines qui précédaient les pyramides d'Égypte de plusieurs millénaires, poussait une fleur extraordinaire, baptisée Sonentrep, l'escalier vers le soleil. Les guerriers Ndipaya vénéraient cette plante autant qu'ils la craignaient, car elle contenait un pouvoir ancestral capable de transformer radicalement celui qui osait la consommer. Les chasseurs, assez courageux pour ingérer ses pétales oranges et jaunes, affrontaient une épreuve mortelle. La grande majorité périssait dans d'atroces souffrances, leur corps déchiré par des forces qu'ils ne pouvaient comprendre. Mais les rares survivants de cette terrible transformation émergeaient dotés d'une force surhumaine, d'une intelligence extraordinaire et d'une longévité qui s'étendait sur des siècles entiers. Ces hommes devenaient des rois et sous leur gouvernement éclairé, la civilisation Stipaya atteignit des sommets technologiques inimaginables pour leur époque. Durant des siècles, ce savoir demeura caché du monde occidental, protégé par des guerriers tribaux dévoués et par la simple incrédulité de ceux qui entendaient les rumeurs. Au XIXe siècle, un explorateur britannique du nom de Henry Travis documenta ces légendes dans son encyclopédie sur l'Afrique, écrivant au sujet de fleurs magiques capables de transformer les hommes en dieux. Le monde académique rejeta ces écrits comme de simples superstitions, comme les fantasmes d'un explorateur ayant passé trop de temps sous le soleil africain. Mais certains écoutaient avec attention. Dans les cercles d'eugénisme européens des années 60, où des hommes portant des titres prestigieux rêvaient de perfectionner la race humaine, les mots de Travis résonnèrent comme une prophétie. Parmi eux se trouvait le docteur James Marcus, un paléovirologue suisse fasciné par les virus éteints, qui proposa une hypothèse audacieuse selon laquelle les propriétés de la fleur provenaient d'un rétrovirus encore inconnu de la science moderne. En 1966, 3 hommes entreprirent une expédition qui allait changer à jamais le destin de l'humanité. Lord Oswald Spencer, aristocrate britannique obsédé par l'idée d'une utopie gouvernée par une race supérieure. Le docteur Edward Ashford, scientifique brillant mais naïf quant aux véritables intentions de ses compagnons. Et le docteur James Marcus, accompagné de son étudiant Brandon Bailey, qui apportait l'expertise scientifique nécessaire. Durant 3 longs mois, ces hommes affrontèrent les guerriers Ndipaya, s'enfonçant toujours plus profondément dans les cavernes sacrées. Le 4 décembre de cette année-là, ils le trouvèrent enfin, le Jardin du Soleil, une chambre souterraine où la lumière naturelle se filtrait à travers des prismes de pierre, construits avec une précision mathématique impossible, illuminant un parterre de fleurs oranges et jaunes. Là, Marcus isola le virus qui habitait ces fleurs, un organisme à acide ribonucléique si ancien qu'il pourrait avoir des centaines de millions d'années. Ils le nommèrent progénitor, le virus progéniteur, car Marcus croyait que cette entité microscopique était responsable de l'origine même de la vie sur Terre. Pour Spencer, cependant, le progénitor représentait bien plus qu'une
Sa vision était claire et terrifiante. Utiliser le virus pour créer une nouvelle race d'humains supérieurs, avec lui-même comme leur seigneur incontesté. Il ne cherchait pas à guérir les maladies, ni à faire progresser les connaissances humaines. Il recherchait la domination totale, une hiérarchie biologique où seuls les élus ascendraient, tandis que l'humanité commune serait écartée ou transformée en arme vivante. Pour financer ce cauchemar eugénique, Spencer proposa quelque chose qui en surface semblait respectable, une corporation pharmaceutique. Ainsi, en 1967, naquit l'Umbrella Corporation. Le nom n'était pas une coïncidence. Comme un parapluie protège de la pluie, cette entreprise protégerait ses véritables intentions sous le manteau de la respectabilité corporative et du progrès médical. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez découvrir les secrets les plus sombres des univers vidéoludiques qui nous fascinent. Laissez un commentaire pour me dire quel aspect de cet univers terrifiant vous souhaitez explorer dans les prochaines vidéos. Et maintenant, continuons notre plongée dans l'abîme. Cultiver le progénitor en dehors de son habitat naturel se révéla impossible. Le virus nécessitait les conditions exactes des cavernes. L'humidité spécifique, la température constante, la composition unique du sol. Les premières tentatives échouèrent complètement, les fleurs mourant en quelques jours seulement. La frustration de Spencer était palpable. Il avait découvert la source de pouvoir définitive, mais ne pouvait la contrôler. En avril 1968, une seconde expédition retourna en Afrique. Cette fois, il n'y eut ni diplomatie ni négociation. Les guerriers Ndibaya furent attaqués directement, et en août de cette année, Umbrella avait conquis la moitié de la cité en ruine, incluant le Jardin du Soleil. Des soldats bien payés maintinrent les autochtones à distance, pendant que des équipes de construction établissaient un laboratoire de recherche directement sur le site sacré. Ils recréèrent artificiellement les conditions des cavernes avec la technologie moderne. Des lumières simulant le spectre solaire, des systèmes d'humidité contrôlés, un sol importé des profondeurs. Enfin, les fleurs de Sonantrep fleurissaient sous la domination d'Umbrella. Mais le progénitor était traître. En juillet 1968, Edward Ashford devint le premier occidental à mourir par exposition au virus. Sa mort fut rapide et horrible, son corps détruit par des forces que même lui, l'un de ses découvreurs, ne comprenait pas complètement. Spencer et Marcus en prirent note. Le virus ne pardonnait pas, ne discriminait pas. Même les plus brillants pouvaient tomber devant son pouvoir. Cela ne les arrêta pas. En fait, cela les motiva encore davantage. Si le progénitor était si létal, il pouvait aussi devenir l'arme définitive. Les recherches se divisèrent en deux lignes principales. Marcus, désormais directeur du centre de formation d'Umbrella dans les montagnes, Arclay près de Raccoon City, se concentra sur le développement de souches du virus capables de créer des armes biologiques contrôlables. Spencer, quant à lui, travaillait en secret sur quelque chose de plus personnel, le projet Wesker, son programme d'eugénisme où des enfants soigneusement sélectionnés seraient élevés et infectés avec des variantes du progénitor, dans l'espoir de créer le surhomme parfait. Le virus se manifestait en deux variantes
Spencer commença l'expérimentation humaine en octobre 1967, kidnappant Jessica Trevor et sa fille Lisa pour servir de sujet d'étude. Jessica mourut rapidement, mais Lisa survécut, développant des capacités surhumaines similaires à celles des anciens rois Ndipaya. Sa survie vint avec un prix terrible. Son humanité s'évanouit lentement, tandis que son corps mutait de façon toujours plus grotesque. Elle resta confinée dans les installations de Spencer, un rappel vivant à la fois du potentiel et de l'horreur du progénitor. Les trois fondateurs travaillaient maintenant avec un objectif singulier, bien que leurs motivations divergeaient. Marcus cherchait la reconnaissance scientifique et la perfection de ses créations. Ashford, avant sa mort, avait réellement cherché la connaissance. Mais Spencer cherchait la transcendance, le pouvoir des dieux antiques que les Ndipaya avaient adorés durant des millénaires. Les années s'écoulèrent dans les laboratoires secrets d'Umbrella. Marcus, installé dans son centre de formation isolé dans les montagnes, effectuait des expériences sur diverses espèces vivantes. Il testa le progénitor sur des insectes, des mammifères, des amphibiens. La plupart mouraient. Certains survivaient, mais devenaient des monstres incontrôlables. Marcus comprit rapidement qu'il ne pourrait progresser davantage sans utiliser des sujets humains. En 1977, il commença à se concentrer sur l'étude des sangsues. Ce choix allait s'avérer décisif. Les sangsues, avec leur structure génétique relativement simple, offraient un terrain d'expérimentation idéal. C'était aussi l'année où Albert Wesker et William Birkin furent inscrits au centre de formation. Marcus vit immédiatement en eux un potentiel qu'il n'avait observé chez personne d'autre durant ses 9 années en tant que directeur. Ces deux jeunes prodiges deviendraient ses étudiants les plus prometteurs, mais aussi, ironiquement, les instruments de sa perte. Le 19 septembre 1977 marqua une percée majeure. Marcus découvrit enfin comment créer un nouveau type de virus en utilisant le progénitor comme base. En mélangeant le virus progéniteur avec l'acide désoxyribonucléique des sangsues, il obtint une souche stable. Il nomma ce nouveau virus le T-virus, le T signifiant tyrant, tyran en français. Ce n'était que le prototype, imparfait et imprévisible, mais c'était un début. Les sangsues infectées par ce premier T-virus subissaient des transformations radicales. Elles grandissaient jusqu'à atteindre des tailles démesurées, développaient des dents acérées capables de percer le verre, et surtout, elles commençaient à manifester une forme primitive d'intelligence collective. Marcus les appelait ses merveilles. Il passait des heures à les observer, fasciné par leur évolution. Les sangsues apprenaient de leurs expériences et travaillaient ensemble pour surmonter les obstacles. Finalement, elles gagnèrent la capacité de se modeler en une forme vaguement humanoïde, apparemment par désir d'imiter leur créateur bien-aimé. Marcus était au sommet de sa gloire scientifique. Il avait créé la première souche fonctionnelle du T-virus. Mais son succès attira l'attention de Spencer, et avec elle, son destin funeste.
se propageait dans les tissus richement vascularisés comme le cerveau et les muscles. Après une période d'incubation de plusieurs jours, les symptômes physiques devenaient évidents. Des parties profondes du cerveau étaient attaquées, voire littéralement détruites, pendant que le virus dissolvait progressivement les lobes frontaux, laissant le cerveau dans un état très primitif pour régir le comportement de l'individu infecté. Le métabolisme de l'hôte augmentait dramatiquement, provoquant une sensation de démangeaison intense que les infectés décrivaient avant de perdre toute raison. Cette augmentation métabolique causait la nécrose des tissus de surface, suivie rapidement par la dégénération du tissu musculaire et la coagulation du sang sur toute la peau. Le virus détruisait également les cellules cérébrales et avec le temps, les niveaux d'intelligence diminuaient presque complètement. Le cortex cérébral se nécrosait, laissant le sujet essentiellement mort cérébralement. Éventuellement, toutes les fonctions en dehors du système nerveux autonome s'arrêtaient complètement, résultant en une incapacité à ressentir la douleur. Le métabolisme du zombie augmentait de manière spectaculaire, résultant en une vitalité accrue. C'était aussi la cause de la sensation de démangeaison dont se plaignaient les infectés avant de perdre tout raisonnement. Le zombie ne pouvait plus ressentir la douleur à cause de la destruction de son système nerveux central, ce qui lui permettait de subir beaucoup plus de dégâts qu'un humain normal et de continuer à attaquer sa proie jusqu'à ce qu'il soit complètement incapacité ou détruit. Son besoin de se nourrir était si élevé et son incapacité à ressentir la douleur si absolue que le zombie continuerait d'attaquer même s'il avait perdu plusieurs de ses membres ou même la moitié inférieure de son corps. Le seul moyen de l'arrêter complètement était de détruire le cerveau ou de retirer la tête entièrement. En 1981, Birkin compléta une version stabilisée de la souche bêta du T-virus. Cette variante portait un taux d'infection de 90%. Malheureusement pour Spencer, qui désirait une arme capable d'infecter 100% de la population, 10% des humains possédaient une immunité naturelle au virus. Aucune quantité de recherche génétique ne pouvait changer ce fait. Une arme virale avec un taux de réussite de 90% aurait dû suffire pour le développement d'armes biologiques. Mais pour Spencer, ce n'était pas assez. Cela ne faisait que démontrer davantage son ambition impitoyable. Spencer trouva une solution relativement simple. Si 10% de la population était immunisée contre les zombies, il fallait créer une autre créature pour les traquer et les éliminer. En 1981, en liant un œuf humain avec de l'acide désoxyribonucléique reptilien et la souche du T-virus de Birkin, les Hunters purent être créés. Ces créatures reptiliennes étaient conçues avec le rôle spécifique de tuer les survivants humains représentant les 10% dans une zone de guerre zombie hypothétique. Les Hunters possédaient une force immense, des réflexes fulgurants et une agilité terrifiante. Leurs griffes pouvaient décapiter un humain adulte d'un seul coup. Ils étaient intelligents, capables de suivre des ordres simples et de travailler en groupe pour traquer leur proie. L'arsenal biologique d'Umbrella s'enrichissait constamment. Outre les zombies et les Hunters, les laboratoires produisaient d'autres horreurs. Les Cerberus, des chiens infectés par le T-virus, combinaient la loyauté canine avec l'agressivité implacable du virus. Les Lickers, une
lacérés. Leur langue s'allongeait de manière grotesque, devenant une arme capable de transpercer un corps humain. Les Lickers étaient aveugles, leur système visuel ayant été détruit par le virus, mais leur ouïe était extraordinairement développée. Ils pouvaient entendre un battement de cœur à travers un mur épais. En 1988, William Birkin réussit à créer une nouvelle variante du T-virus suffisamment stable pour transformer des êtres humains sélectionnés en l'arme biologique ultime, le Tyrant. Cela fut accompli en réduisant l'activité du virus sur le cerveau humain au minimum, conservant ainsi autant d'intelligence que possible. Cependant, l'inconvénient était que seulement une personne sur 10 millions possédait la composition génétique requise pour devenir un tyran. Le reste deviendrait simplement des zombies. Ces résultats défavorables amenèrent la recherche à un arrêt presque complet, car il n'y avait presque aucun sujet de test convenable disponible. Le taux de compatibilité était estimé à 1 sur 100 millions de personnes. Cette même année, des rapports parvinrent au laboratoire d'Arclay, selon lesquels Umbrella France tentait d'utiliser des parasites organiques pour créer des armes biologiques. Wesker réussit à convaincre Birkin qu'il devait obtenir un échantillon du parasite surnommé Nemesis. Lorsque l'échantillon arriva, Birkin décida de l'utiliser sur Lisa Trevor, qui était devenue le sujet d'expérimentation à long terme d'Umbrella après la mort de sa mère. Lisa avait été infectée par pratiquement toutes les souches de virus qu'Umbrella avait créées au fil des ans. Son système immunitaire avait développé une résistance incroyable. Lorsque le parasite Nemesis Alpha fut injecté dans son cerveau, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au lieu d'être contrôlé par le parasite, Lisa l'absorba. Son système immunitaire détruisit le parasite, mais intégra son acide désoxyribonucléique dans son propre génome. Cette anomalie mena Birkin à une découverte encore plus importante, le virus G, ou virus Golgotha, la variation du virus progénitor qui avait été injecté à Lisa en 1967 avait absorbé tous les organismes mutagènes qui lui avaient été implantés depuis, mutant en un nouveau virus. Le G-virus était différent de tout ce qu'Umbrella avait créé auparavant. Contrairement au T-virus qui tuait et ranimait, le G-virus gardait l'hôte vivant tout en provoquant des mutations continues et extraordinaires. L'hôte devenait plus fort, plus rapide, capable de régénérer des blessures mortelles. Mais le prix était terrible, des mutations incontrôlables qui transformaient progressivement l'hôte en une abomination. En 1988, Marcus représentait maintenant une menace immédiate pour Spencer. Spencer ordonna un raid de l'USS sur l'école de formation et Marcus fut abattu avec la complicité de Birkin et Wesker afin de voler encore plus de données de recherche. Cette même année, Spencer soutint personnellement leur proposition d'acquisition d'un parasite Nemesis Alpha du laboratoire numéro 6 en France. Mais l'histoire de Marcus ne se termina pas avec sa mort. Son corps fut jeté dans les égouts du laboratoire avec ses sangsues. L'une d'elles était une reine sangsue, capable d'incuber le virus à l'intérieur du corps hôte. Cette sangsue-reine entra dans le cadavre de Marcus et commença un processus extraordinaire. Durant 10 longues années, elle absorba l'acide désoxyribonucléique de Marcus ainsi que ses souvenirs. Le virus fusionnait le matériel génétique, créant quelque chose qui n'était ni fantôme ni résurrection miraculeuse,
fut saboté par cette création de Marcus, la sensurène qui avait pris sa forme. Tout le personnel fut soit tué, soit infecté, et des armes biologiques échappées attirèrent l'attention nationale par leur meurtre de randonneurs venus d'autres États. Les cadavres découverts dans les montagnes Arklay présentaient des blessures horribles, chair déchiquetée, membres arrachés, signes évidents de cannibalisme. Les autorités locales étaient perplexes. Aucune explication rationnelle ne pouvait justifier ces atrocités. Le STARS, Special Tactics and Rescue Service, le service de tactique spéciale et de sauvetage du département de police de Raccoon City, fut déployé pour enquêter. L'équipe Bravo du STARS fut envoyée en premier dans les montagnes Arklay. Ils ne revinrent jamais. L'équipe Alpha, incluant Chris Redfield, Jill Valentine et Albert Wesker comme capitaine, fut ensuite déployée pour retrouver leurs collègues disparus. Ce qu'ils découvrirent dépassa leur pire cauchemar. Le manoir Spencer, une demeure victorienne imposante nichée au cœur des montagnes, cachait sous ses fondations un vaste complexe de laboratoire. Les couloirs étaient jonchés de cadavres, certains encore frais, d'autres en décomposition avancée. Des zombies erraient dans les corridors sombres, gémissant leur faim insatiable. Des chiens infectés patrouillaient les terrains du manoir, leur chair pourrie exposant les os. Les membres survivants du STARS explorèrent le manoir infesté de monstres, découvrant peu à peu l'étendue des expériences d'Umbrella. Ils trouvèrent des documents classifiés détaillant des décennies de recherche virale. Ils découvrirent Lisa Trevor, toujours vivante après plus de 30 ans d'expérimentation. Son humanité depuis longtemps perdue. Wesker se révéla être un agent double pour Umbrella, trahissant ses camarades. Cependant, Wesker fut apparemment tué par un tyran, une arme biologique spéciale qui était l'aboutissement de la recherche de l'Umbrella Corporation. Chris et Jill réussirent à s'échapper du manoir, mais leur témoignage fut ridiculisé par les officiels de Raccoon City en raison de l'influence d'Umbrella. Le manoir fut détruit dans une explosion massive, effaçant apparemment toutes les preuves des crimes d'Umbrella. Mais le virus s'était déjà échappé. La source du T-virus était apparemment oblitérée, mais un nombre inconnu d'animaux dans la forêt environnante avait déjà été contaminé, tout comme la rivière voisine et la ligne d'égout du manoir. L'eau contaminée traversa l'usine de traitement des eaux de Raccoon City, menant à l'infection d'un certain nombre de travailleurs. Puisqu'Umbrella fournissait la plupart des emplois à Raccoon et possédait l'usine de traitement, ils purent dissimuler la vérité concernant la perte de leur personnel. Cependant, malgré les précautions, le virus avait maintenant une présence dans la ville, ce qui mènerait à un petit nombre d'infections qui, à leur tour, résulteraient dans plusieurs incidents isolés de crimes violents. Umbrella avait anticipé qu'il y aurait une certaine retombée suite à la destruction de leur laboratoire d'Arklay. Mais le pire restait à venir. En septembre 1998, Umbrella dépêcha sa propre unité de service spécial à l'installation Nest de l'entreprise située sous Raccoon City. William Birkin y travaillait sur le J-virus et Umbrella voulait s'assurer de posséder cette recherche. Mais Birkin, mécontent de la direction que prenait Umbrella, avait commencé à négocier avec le gouvernement américain pour vendre le G-virus en échange d'un asile pour lui et sa famille. Le 22 septembre 1998, l'équipe d'Umbrella Security Service Alpha, incluant Junk,
laboratoire Nest. Une confrontation tendue s'ensuivit. Les mercenaires ouvrirent le feu sur Birkin, le blessant mortellement. Ils saisirent une mallette contenant des échantillons du T-virus et du G-virus avant de s'enfuir. Alors qu'il gisait mourant, Birkin utilisa ses dernières forces pour retirer une seringue hypodermique remplie de G-virus de la poche de sa blouse et se l'injecter. Le virus sauva sa vie en guérissant rapidement ses blessures, mais le muta en une créature sauvage et violente. Le Birkin muté, enragé, chassa les opérateurs de l'USS qui avaient volé son travail. Il les rattrapa dans les égouts de Raccoon City et les massacra violemment. Durant la lutte, la mallette contenant les échantillons viraux se brisa. Birkin, dans sa manie alimentée par le virus, consomma les échantillons de G-virus pour s'assurer que personne ne puisse les voler. Mais par inadvertance, il détruisit aussi les fioles contenant le T-virus. Le liquide viral se répandit dans les eaux usées. Des rats et des cafards, attirés par le fluide, le consommèrent, devenant porteurs. Durant la nuit, plusieurs créatures furent infectées. Éventuellement, les rats s'échappèrent des égouts vers les rues de Raccoon City. Ce fut le vecteur qui infecta la majorité des citoyens. Pour le matin du 23 septembre, Umbrella avait notifié son associé, le chef Irons, de l'incident dans les laboratoires. Irons commença à paniquer, paranoïaque à l'idée qu'il pourrait avoir été infecté. Le maire Warren fut également notifié et envoya sa fille au département de police de Raccoon, tandis qu'il faisait des plans pour s'échapper de la ville. Avec le T-virus contaminant maintenant l'eau potable, des dizaines de milliers de personnes furent infectées. Durant les heures suivantes, la violence dans la ville augmenta dramatiquement. Pour le 24 septembre, des milliers étaient infectés. Une éruption majeure de violence se produisit lors d'un match de football des Raccoon Sharks cet après-midi-là, lorsqu'un zombie attaqua les spectateurs. Il fallut 50 officiers de police pour contrôler la situation. La loi martiale fut subtilement imposée durant l'après-midi du 24. Des barricades furent établies vers 19h dans le cadre de l'opération nettoyage du département de police de Raccoon. La police reçut l'ordre de tirer sur tout civil qui ne coopérait pas. Le 25 septembre, l'armée américaine arriva pour évacuer les survivants et établir une quarantaine. Les choses tournèrent mal. Des milliers étaient encore piégés à l'intérieur de la ville, prêts pour l'infection. Le 26 septembre, la station de police du département de police de Raccoon fut compromise. Umbrella envoya des mercenaires, UBCS, le Umbrella Biohazard Countermeasure Service, le service de contre-mesure aux risques biologiques d'Umbrella. Officiellement, ils étaient là pour secourir les survivants et éliminer les infectés. En réalité, leur mission était de collecter des données de combat sur les armes biologiques d'Umbrella pendant qu'elles ravageaient la ville et de détruire toute preuve qui pourrait incriminer la corporation. Le 27 septembre, des officiers du département de police de Raccoon, tentant de s'échapper, furent tués par des hordes de zombies. Seuls quelques-uns survécurent, incluant le chef Irons lui-même. La mission UBCS n'allait pas exactement selon le plan, car Raccoon City était complètement infestée. Le 28 septembre, à 20h07, Jill Valentine se réveilla dans son appartement au milieu de la crise
ces événements, Leon Scott Kennedy, un officier de police novice de 21 ans, se présentant pour son premier jour officiel au département de police de Raccoon, et Claire Redfield, sœur cadette de Chris, qui était venue à Raccoon City à la recherche de son frère. Ils se rencontrèrent dans une station-service à la périphérie de la ville, où des zombies les attaquèrent. Volant une voiture de patrouille du département du shérif du comté d'Arklay, ils roulèrent vers Raccoon City. Les routes étaient bloquées. Les hordes de zombies les forcèrent à courir vers la station de police du département de police de Raccoon, arrivant à des moments différents. Umbrella déploya 6 tyrans T-103 dans la ville cette nuit-là. Un atterrit près de la station de police. 5 autres allèrent à l'usine P12A pour affronter des intrus de Delta Force. Ces tyrans, vêtus de trench coat et de chapeaux, patrouillaient implacablement, cherchant des cibles à éliminer. Léon et Claire explorèrent la station de police infestée de zombies, découvrant que la majorité du personnel avait été massacré. Ils trouvèrent l'officier Marvin Branagh, mordu mais encore conscient, qui leur donna une radio et les avertit de trouver une sortie. Léon s'associa avec une femme nommée Ada Wong, qui prétendait être une agente du FBI. Claire trouva Sherry Birkin, la fille de William et Annette, se cachant dans une installation souterraine. Leurs histoires s'entrelacèrent, tandis qu'ils naviguaient à travers les cauchemars de la ville zombifiée. Ils combattirent des hordes de morts vivants, des liqueurs mutés qui rampaient sur les murs et les plafonds, et le jet muté qui avait été William Birkin, qui continuait de muter en forme toujours plus grotesque à chaque rencontre. Chaque transformation de Birkin le rendait plus monstrueux, plus puissant, mais aussi moins humain. Sa première forme conservait encore quelques traits reconnaissables. Son œil droit énorme sortait de son épaule, surveillant constamment les environs. Son bras droit était devenu une masse de muscles et de griffes. Sa deuxième forme perdait davantage d'humanité, son corps se tordant en proportions impossibles. Un nouveau bras poussait de son torse, se terminant par des griffes massives. Sa troisième forme était encore plus terrifiante, marchant à 4 pattes comme une bête primitive, mais conservant une intelligence rusée qui le rendait imprévisible et mortel. Sa quatrième forme abandonnait presque toute ressemblance humaine, devenant une masse de chair mutée, couverte d'yeux et de dents. Sa cinquième et forme finale était une abomination complète. Une masse avec une bouche énorme, des membres multiples, des yeux partout et des tentacules ondulants. Le 30 septembre, la situation était critique. Les zombies étaient au bord de briser le périmètre de quarantaine militaire. Le gouvernement américain prit la décision de stériliser Raccoon City. À 4h41 du matin, Junk, le seul survivant de l'équipe USS originale, réussit finalement à établir un contact radio avec Umbrella et demanda une évacuation immédiate. Il portait un échantillon de G-virus sur lui. Un hélicoptère d'Umbrella le récupéra à la station de police de Raccoon City et abandonna la ville. À 7h du matin du 1er octobre, Jill Valentine, ayant été guérie de l'infection de Nemesis par Carlos Oliveira avec un vaccin contre le T-virus, se réveilla pour découvrir que la ville allait être bombardée.
Certains récits parlent de missiles multiples. Le résultat fut le même. La ville fut oblitérée en secondes. Le ciel s'enflamma. Les bâtiments se désintégrèrent. Plus de 100 000 personnes moururent instantanément. Ceux qui avaient réussi à s'échapper, Léon, Claire, Jill, Carlos, Rebecca, Barry et Hunk, avec son échantillon de G-virus, regardèrent de loin, tandis que l'endroit qu'ils avaient autrefois appelé maison se transformait en cratère fumant. Les conséquences furent immédiates et de grande portée. L'Umbrella Corporation fut traduite en justice dans des procédures judiciaires qui durèrent des années. Mais le mal était fait. Les échantillons du T-virus et du G-virus s'étaient échappés. D'anciens employés d'Umbrella vendirent des secrets de recherche sur le marché noir. Le terrorisme biologique devint une menace mondiale. Le T-virus, qui avait autrefois été confiné dans des laboratoires secrets, était maintenant disponible pour quiconque avec suffisamment d'argent. Le monde ne serait plus jamais le même. Le prix de l'ambition humaine, de l'arrogance scientifique, de la cupidité corporative fut payé avec 100 000 vies à Raccoon City. Les survivants portèrent les cicatrices psychologiques de ces événements pour le reste de leur existence. Leon Kennedy, qui n'avait voulu qu'être un simple policier, se retrouva recruté de force dans une unité top secrète anti-Umbrella sous le commandement stratégique des États-Unis, consacrée au combat anti-armes biologiques. Claire Redfield consacra sa vie à aider les survivants d'épidémies virales à travers le monde, travaillant pour l'organisation humanitaire TerraSave. Jill Valentine rejoignit Chris Redfield dans la création de la Bioterrorism Security Assessment Alliance, une organisation dédiée à combattre le bioterrorisme mondial. Sherry Birkin, la fille innocente d'un scientifique devenu monstre, grandit sous la surveillance du gouvernement américain. Le G-virus dans son corps fut surveillé de près et elle devint éventuellement une agent spéciale travaillant contre les menaces biologiques. Mais l'héritage du T-virus continua. Dans les années qui suivirent, d'autres épidémies éclatèrent à travers le monde. Le virus avait muté, évolué, se combinant avec d'autres pathogènes pour créer de nouvelles horreurs. Le T. Veronica, une souche créée par Alexia Ashford en mélangeant le progénitor avec des gènes de fourmis reines contenant un virus ancien. Alexia Ashford, une enfant prodige qui avait rejoint Umbrella à seulement 10 ans, avait découvert comment l'administrer en toute sécurité à elle-même via la cryogénie. Elle se plaça en stase cryogénique pendant 15 ans, permettant au virus de fusionner lentement avec son corps, sans provoquer les mutations violentes et incontrôlées qui caractérisaient les autres souches. Lorsqu'elle se réveilla, elle possédait des pouvoirs extraordinaires. La capacité de contrôler le feu, de commander des créatures infectées et une force physique surhumaine. Le T-Abyss, une variante adaptée pour prospérer dans les zones de pression des profondeurs marines et les environnements extrêmes habituellement impossibles à soutenir une vie régulière. Cette souche fut développée pour créer des armes biologiques marines, transformant les créatures des océans en monstres terrifiants. Des requins, des pieuvres, des poissons ordinaires devenaient des prédateurs mortels, capables de détruire des navires entiers. Le T plus G, une tentative de fusionner les deux virus les plus puissants d'Umbrella, produisit des résultats bizarres. Les créatures
créature représentait l'évolution ultime du concept d'arme biologique contrôlable. Elle conservait suffisamment d'intelligence pour comprendre des instructions de base, mais leur humanité avait été complètement effacée, remplacée par une obéissance aveugle et une efficacité meurtrière. Némésis, en particulier, était terrifiant dans sa détermination. Armé d'un lance-roquette et possédant une force surhumaine, il pourchassa Jill Valentine à travers Raccoon City avec une persistance implacable. Même lorsqu'il était abattu, il se relevait, mutant en forme toujours plus grotesque. Sa première forme était presque humanoïde, portant un trench-coat noir et sa signature de dents exposée. Sa seconde forme perdait le manteau, exposant les tentacules qui commençaient à pousser de son corps. Sa forme finale abandonnait toute prétention d'humanité, devenant une masse tentaculaire géante, capable d'absorber d'autres créatures pour augmenter sa propre masse et puissance. Et quelque part, dans l'ombre, les anciens employés d'Umbrella continuaient leurs recherches. Le rêve de Spencer d'une race supérieure vivait encore dans les esprits de ceux qui l'avaient formé. Le marché noir des armes biologiques florissait. Des terroristes, des cartels de drogue, des nations voyous, tous voulaient accéder au virus d'Umbrella. Le T-virus devint une marchandise, vendue au plus offrant. Des épidémies éclatèrent dans des aéroports, des villes, des îles isolées. Chaque incident révélait de nouvelles horreurs, de nouvelles mutations, de nouvelles façons dont le virus pouvait torturer et transformer la chair humaine. Albert Wesker, qui avait survécu à sa mort apparente dans le manoir Spencer grâce à une souche spéciale du virus conçue spécifiquement pour lui dans le cadre du projet Wesker, poursuivait maintenant sa propre vision de domination mondiale avec le projet Uroboros. Wesker avait toujours été l'enfant préféré de Spencer, le spécimen le plus prometteur du projet Wesker. Lorsqu'il fut apparemment tué par le Tyrant dans le manoir Spencer, c'était en fait une mise en scène élaborée. Il s'était injecté une variante prototype du virus juste avant l'attaque, entrant dans une mort clinique temporaire pendant que le virus le transformait. Il se réveilla avec des capacités surhumaines, force extraordinaire, vitesse surpassant l'œil humain, régénération rapide et surtout une intelligence déjà brillante amplifiée à des niveaux surhumains. Ses yeux, autrefois normaux, prirent une lueur rouge distinctive, signe visible de sa transformation. Le projet Uroboros de Wesker était son interprétation tordue du rêve de Spencer. Plutôt que de sélectionner soigneusement des candidats et de les élever pour partager son idéologie, Wesker prévoyait d'infecter l'ensemble de la planète avec le virus Uroboros. Seuls ceux possédant la composition génétique supérieure survivraient, devenant une nouvelle race de surhommes. Les autres mourraient ou se transformeraient en monstres dépourvus d'esprit. C'était la sélection naturelle accélérée à une échelle globale, une purge génétique qui redéfinirait l'espèce humaine. Alex Wesker, l'autre survivante du projet Lesker et sujet numéro 12, suivit un chemin différent. Contrairement à Albert, elle n'avait pas gagné de capacité surhumaine de l'infection initiale, car elle avait contracté une maladie avant d'être infectée. Sa maladie progressive la condamnait à une mort lente et douloureuse. Obsédée par l'immortalité, elle développa le projet T-Phobos, cherchant un moyen de transférer sa conscience dans un nouveau corps. Elle établit une installation sur une île isolée nommée Sejm, où elle effectua des expériences horrifiques sur des sujets humains, cherchant le candidat parfait dont le corps pourrait accueillir
envahir sa conscience. Le T-Phobos était unique parmi les virus. Il ne s'activait que lorsque l'hôte éprouvait de la peur intense. Ceux qui succombaient à la peur se transformaient en monstres difformes, appelés afflicted. Mais ceux qui surmontaient leur peur, qui ne la ressentaient pas du tout, devenaient compatibles comme réceptacles potentiels pour la conscience d'Alex. Elle soumit des dizaines de sujets à des tortures psychologiques élaborées, les forçant à affronter leurs peurs les plus profondes, observant froidement lesquelles se transformaient et lesquelles résistaient l'influence d'Umbrella, même après sa chute officielle en 2003, continuait de se faire sentir. La compagnie avait déclaré faillite suite aux procédures judiciaires prolongées et au raid de ses installations. Mais ses recherches avaient déjà contaminé le monde. D'anciennes filiales d'Umbrella, opérant sous de nouveaux noms, continuaient les expériences. Des corporations concurrentes avaient obtenu des échantillons viraux et poursuivaient leur propre programme d'armes biologiques. Le génie était sorti de la bouteille et il n'y avait aucun moyen de l'y remettre. Les gouvernements du monde entier établirent des organisations dédiées au combat du bioterrorisme. La BSAA, dirigée par Chris Redfield et Jill Valentine, devint l'une des plus proéminentes. Ils intervinrent dans des épidémies à travers le globe, combattant non seulement les créatures infectées, mais aussi les organisations qui proliféraient les virus. Leur travail était sans fin. Pour chaque cellule terroriste qu'ils démantelaient, 2 autres émergeaient. Pour chaque échantillon viral qu'ils détruisaient, 10 autres circulaient déjà sur le marché noir. En Espagne, une ancienne menace ressurgit, Las Plagas, des parasites qui avaient été scellés sous terre durant des siècles. Lorsqu'ils furent libérés, ils infectèrent la population locale d'un village isolé, transformant les habitants en ganados, des créatures contrôlées par la volonté collective des parasites. Contrairement aux zombies créés par le T-virus, les ganados conservaient une certaine intelligence et la capacité de travailler ensemble, de utiliser des outils et des armes. Cela les rendait encore plus dangereux. Un culte religieux corrompu, Los Illuminados, chercha à utiliser Las Plagas pour conquérir le monde, infectant même la fille du président américain dans une tentative de contrôler le gouvernement des États-Unis. En Afrique, dans le même village de Kijuju, où tout avait commencé avec la découverte du virus progénitor, Wesker établit son opération finale. Il avait obtenu des échantillons du virus progénitor original, des fleurs de Sonnentrep qui poussaient encore dans les cavernes souterraines. Il les combina avec d'autres souches virales pour créer Uroboros, nommé d'après le serpent mythologique qui se mord la queue, symbolisant le cycle éternel de destruction et de renaissance. Wesker prévoyait de libérer Uroboros dans l'atmosphère terrestre via des missiles spécialement conçus, infectant simultanément l'ensemble de la planète. Ce fut là que Chris Redfield et Sheva Alomar le confrontèrent finalement. La bataille fut épique, se déroulant à travers les ruines infestées de monstres de Kijuju, culminant dans un combat au cœur d'un volcan actif. Wesker, infecté avec des doses massives d'Uroboros, dans une tentative désespérée de gagner plus de pouvoir, muta en une forme monstrueuse. Sa transformation finale le vit fusionner avec une masse tentaculaire géante d'Uroboros, perdant complètement son humanité dans sa quête de transcendance. Chris et Sheva réussirent à le vaincre, détruisant son corps muté avec des lance-roquettes dans les profondeurs du volcan
Wesker de remplacer l'humanité mourut avec lui, mais l'héritage des virus continuait. Au fil des années, d'autres menaces émergèrent. Le C-virus, créé en combinant le T. veronica avec le G-virus, apparut en Chine, provoquant une épidémie massive qui transforma des millions en zombies et en créatures mutantes appelées Javo. Ces derniers étaient particulièrement terrifiants car ils pouvaient muter des parties spécifiques de leur corps en réponse aux blessures, développant des armes biologiques naturelles comme des bras-lames, des jambes insectes ou des têtes boucliers. En Europe de l'Est, des recherches sur la création d'armes biologiques à base de moisissures aboutirent à la découverte du mégamycète, un organisme fongique massif possédant une conscience collective. Cette moisissure infectait les hôtes différemment des virus, les transformant en créatures appelées moisies, qui pouvaient calcifier et cristalliser leur chair en armes et armures organiques. Le mégamycète possédait également la capacité troublante de préserver et stocker les souvenirs et la conscience des personnes infectées, créant une sorte de conscience de ruche composée de tous ceux qui l'avaient absorbé au fil des siècles. Les 4 seigneurs qui servaient Mother Miranda, chacun possédant des pouvoirs uniques dérivés de différentes souches de la moisissure, terrorisèrent un village isolé durant des décennies. Karl Heisenberg contrôlait le métal et créait des cyborgs grotesques. Donna Beneviento manipulait les esprits avec ses poupées et ses hallucinations. Salvatore Moro se transformait en une créature aquatique difforme. Et Lady Dimitrescu, la plus emblématique, devint une vampire géante entourée de ses 3 filles mutantes, drainant le sang des victimes pour maintenir sa jeunesse et sa beauté. Mother Miranda elle-même était la figure centrale de tout cela. Des siècles auparavant, elle avait perdu sa fille Eva à la grippe espagnole. Dans son chagrin désespéré, elle découvrit le mégamycète dans les cavernes sous le village. L'infection par la moisissure lui conféra l'immortalité et des pouvoirs de métamorphose incroyables. Elle passa des décennies à expérimenter sur les villageois, cherchant un réceptacle approprié pour ressusciter sa fille. C'était Miranda qui avait inspiré Oswald Spencer durant sa jeunesse. Spencer avait été son étudiant, apprenant d'elle les bases de la virologie et de l'eugénisme. Lorsqu'il découvrit le virus progénitor en Afrique, c'était en partie pour tenter de reproduire ce que Miranda avait accompli avec sa moisissure. Dans un sens très réel, Mother Miranda était la véritable originatrice de toute la lignée d'horreur qui suivit. Sans elle, Spencer n'aurait jamais fondé Umbrella. Sans Umbrella, le T-virus n'aurait jamais été créé. Sans le T-virus, Raccoon City serait encore une ville prospère. La chaîne de causalité remontait à travers des décennies de souffrance et de mort. Tout cela initié par le chagrin d'une mère ayant perdu son enfant. Les survivants de ces diverses épidémies portaient tous leurs propres cicatrices. Ethan Winters, un homme ordinaire qui voulait juste sauver sa femme et sa fille, se retrouva au centre du complot de Miranda. Il découvrit la vérité terrible sur sa propre nature. Il était mort depuis des années, maintenu en vie uniquement par l'infection de la moisissure. Un mort-vivant conscient qui fonctionnait uniquement grâce à la conviction psychologique qu'il était encore humain. Son sacrifice final pour sauver sa fille Rosemary démontra que même ceux touchés par ces virus conservaient leur humanité essentielle, leur capacité d'amour et de sacrifice de soi. Cela soulevait des questions philosophiques troublantes. Qu'est-ce qui définit l'humanité ?
agissait avec plus d'humanité que beaucoup de scientifiques vivants qui avaient créé ces horreurs. Les virus d'Umbrella avaient également révélé des vérités inconfortables sur la nature humaine elle-même. L'avidité de Spencer, l'ambition de Marcus, l'orgueil de Wesker, la cupidité des corporations qui achetaient et vendaient ces armes biologiques sur le marché noir. Tout cela démontrait que le vrai monstre n'était pas le virus, mais ceux qui choisissaient de l'utiliser. Le T-virus était simplement un outil, ni bon ni mauvais en soi. C'était l'intention humaine qui le rendait monstrueux. Les implications éthiques des recherches d'Umbrella continuaient de hanter la communauté scientifique mondiale. Où tracer la ligne entre la recherche légitime et l'expérimentation inhumaine? Le T-virus avait été initialement développé avec des intentions prétendument nobles: guérir les maladies, améliorer la condition humaine, créer une race supérieure. Mais chaque étape vers ces objectifs nécessitait des sacrifices, des sujets de test, des vies détruites. Combien de morts étaient acceptables dans la poursuite du progrès scientifique? Pour Spencer et ses semblables, il n'y avait pas de limite. Les gouvernements du monde entier durent également faire face à des questions difficiles. Plusieurs nations avaient secrètement financé les recherches d'Umbrella, espérant développer leurs propres arsenaux d'armes biologiques en violation de la Convention sur les armes biologiques. Lorsque la vérité émergea après Raccoon City, des scandales politiques éclatèrent. Des officiels furent démis de leurs fonctions. Des agences gouvernementales furent restructurées. Mais le mal était fait. La boîte de Pandore avait été ouverte et tous les efforts pour la refermer arrivaient trop tard. Le bioterrorisme devint une menace permanente du XXIe siècle. Des organisations comme la BSAA travaillaient sans relâche pour contenir les épidémies, mais c'était comme essayer de vider l'océan avec un seau. Pour chaque menace neutralisée, 10 autres attendaient. Le marché noir des armes biologiques générait des milliards de dollars annuellement. Des seigneurs de guerre en Afrique, des cartels de drogue en Amérique du Sud, des organisations terroristes au Moyen-Orient. Tous cherchaient à obtenir ces armes terrifiantes. Un seul échantillon de T-virus, correctement déployé dans le système d'eau d'une ville, pouvait causer des millions de morts. L'attrait était irrésistible pour ceux cherchant le pouvoir ultime. Les zones de quarantaine devinrent une caractéristique permanente du paysage mondial. Après Raccoon City, les protocoles furent établis. Lorsqu'une épidémie éclatait, la zone était immédiatement scellée. Les militaires établissaient un périmètre. Personne n'entrait, personne ne sortait. Les survivants à l'intérieur étaient laissés à leur sort jusqu'à ce que la menace soit contenue. Cette politique brutale sauvait des millions de vies en empêchant la propagation, mais condamnait des milliers à l'intérieur de chaque zone de quarantaine. Les débats moraux sur cette politique faisaient rage. Était-il éthique de sacrifier quelques milliers pour sauver des millions? Les gouvernements disaient oui, que c'était un mal nécessaire. Les familles de ceux piégés dans les zones de quarantaine disaient non, que chaque vie valait la peine d'être sauvée. La recherche sur les vaccins et les traitements contre les diverses souches virales progressait, mais lentement. Chaque nouveau variant nécessitait des années d'études pour comprendre. Le T-virus mutatait constamment, s'adaptant, évoluant. Un vaccin qui fonctionnait contre une souche pouvait être complètement inefficace contre une autre. Les chercheurs couraient toujours derrière, réagissant aux menaces
solution était la destruction. Les documentaires et les films sur Raccoon City proliférèrent dans les années suivant la catastrophe. Certains étaient des tentatives respectueuses de préserver la mémoire des victimes. D'autres exploitaient la tragédie pour le profit. Des théories du complot abondaient. Certains affirmaient que Raccoon City n'avait jamais existé, que c'était une fabrication du gouvernement pour justifier des budgets militaires accrus. D'autres soutenaient que l'épidémie avait été délibérée, une arme déployée par des forces obscures cherchant à réduire la population mondiale. La vérité, que l'épidémie résultait d'une combinaison d'avidité corporative, d'ambitions scientifiques démesurées et d'accidents tragiques, était trop banale pour beaucoup. Ils avaient besoin de croire en des conspirations complexes parce que l'alternative, que tant de souffrances pouvaient résulter simplement de l'erreur humaine et de la cupidité, était trop déprimante à contempler. Pour ceux qui avaient survécu aux épidémies, la vie ne redevint jamais normale. Comment pourrait-elle? Comment retourner à une existence ordinaire après avoir vu vos voisins se transformer en monstres cannibales? Après avoir tué des créatures qui portaient autrefois des noms et des visages familiers? Après avoir couru à travers des rues jonchées de cadavres, l'air rempli des gémissements des morts vivants? Le syndrome de stress post-traumatique était universel parmi les survivants. Beaucoup se tournèrent vers l'alcool, les drogues, n'importe quoi pour oublier. Les taux de suicide parmi les survivants de Raccoon City étaient alarmants. Certains ne pouvaient simplement pas vivre avec les souvenirs. D'autres, comme Léon, Claire, Chris et Jill, canalisèrent leur traumatisme en action. Ils consacrèrent leur vie à s'assurer que ce qui était arrivé à Raccoon City ne se reproduirait jamais. Ils devinrent les guerriers de première ligne contre le bioterrorisme, risquant constamment leur vie pour protéger les innocents. Leur service était héroïque, mais le coût personnel était immense. Les relations normales étaient impossibles. Comment expliquer votre travail à un être cher? Comment rentrer à la maison après avoir passé la journée à combattre des monstres et prétendre que tout va bien? Le fossé entre eux et le reste de l'humanité grandissait avec chaque mission. Ils formaient une fraternité exclusive de survivants, les seuls qui comprenaient vraiment ce qu'ils avaient enduré. Dans les académies scientifiques, le travail d'Umbrella devint un avertissement, un exemple de ce qui se passe lorsque l'éthique est sacrifiée sur l'autel du progrès. Les étudiants en biologie étudiaient les recherches d'Umbrella, non pour les reproduire, mais pour apprendre à éviter leurs erreurs. Des cours entiers étaient consacrés à l'éthique de la recherche virale, utilisant Umbrella comme l'exemple quintessentiel de ce qu'il ne fallait pas faire. Pourtant, même avec ces leçons, la tentation demeurait. Le potentiel du virus progénitor et de ses descendants était trop grand pour être complètement ignoré. Dans des laboratoires secrets à travers le monde, des chercheurs continuaient d'expérimenter, convaincus qu'ils pourraient réussir là où Umbrella avait échoué. Ils se disaient qu'ils étaient différents, plus éthiques, plus prudents. Mais ils suivaient le même chemin que Spencer et Marcus avaient emprunté des décennies auparavant. L'histoire, semblait-il, était condamnée à se répéter. Le legs ultime du T-virus était peut-être cette leçon, que l'humanité ne pouvait pas être améliorée par
rêver devint une dystopie réelle. Et quelque part, dans des cavernes oubliées d'Afrique, les fleurs de Sonnentrep continuaient de pousser. Leurs pétales oranges et jaunes abritant toujours le virus progéniteur ancestral. La tribu Ndibaya, ce qui en restait après des décennies d'intervention occidentale, gardait toujours le jardin du soleil, bien que leur nombre ait grandement diminué. Ils savaient ce que les étrangers avaient fait avec leurs découvertes sacrées. Ils avaient vu comment le pouvoir des dieux dans des mains humaines menait uniquement à la destruction. Leurs ancêtres avaient eu raison de garder le secret si jalousement durant des millénaires. Le monde moderne n'était pas prêt pour de tels pouvoirs. Peut-être ne le serait-il jamais si ce voyage à travers l'une des catastrophes les plus dévastatrices de l'histoire de Resident Evil vous a captivé. Abonnez-vous à cette chaîne pour explorer davantage cet univers. Aimez cette vidéo si vous avez apprécié cette plongée dans les profondeurs sombres du T-Virus. Laissez un commentaire pour me dire quel aspect du lore vous aimeriez que nous explorions ensuite. Le G-Virus et ses horreurs uniques, les plagas et les événements en Espagne, l'histoire complète d'Albert Wesker et sa transformation, ou peut-être les origines de Mother Miranda et sa connexion avec Spencer, le Megami 7 et les horreurs fongiques de Village, les expériences d'Alexia Ashford et le T. Veronica, les projets secrets d'autres organisations au-delà d'Umbrella. Dites-moi ce qui vous intrigue le plus dans cet univers terrifiant. Il reste tant d'histoires à raconter, tant de secrets enfouis dans l'ombre, tant de vérités qui attendent d'être révélées. Chaque virus, chaque mutation, chaque épidémie porte sa propre histoire de tragédie humaine et d'ambition démesurée. Ensemble, nous continuerons d'explorer ces récits sombres, de déterrer les vérités cachées, de comprendre comment l'orgueil et la cupidité peuvent transformer le progrès scientifique en cauchemar vivant. Jusqu'à la prochaine fois, que vous fassiez de beaux rêves, ou plutôt des cauchemars fascinants. Reposez-vous bien et n'oubliez jamais